Damson et Marie, père de 5 enfants. Passionné de questions politiques et économiques de son pays. Détenteur d'un diplôme de licence en sciences sociales, politiques et administratives, il est actuellement assistant parlementaire au Sénat de la République démocratique du Congo, son cher pays. Mwande Amour, un roman autobiographique et son premier livre. Bonjour, salut, bienvenue. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir parler de mon livre, de pouvoir parler de mon histoire. Et un grand merci. Si je l'écris, c'est parce que j'observe ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans mon pays. Et j'avais vraiment envie de donner ma contribution. J'avais envie d'aider les autres là où je jouais, de les aider à ne pas jouer, afin qu'ensemble nous puissions construire une nation aisée, une nation stable, une nation qui est prospère. Donc voilà ce qui m'a poussé à écrire. La guerre, je leur ai dit dans les livres, ah, surtout pas ça. Plus jamais la guerre. Vous voyez, la guerre est devenue presque le quotidien dans notre pays. La guerre a détruit les tissus économiques, les tissus politiques, les tissus sociaux de notre pays. Alors je dois dire que la guerre m'a beaucoup appris. M'a beaucoup appris. Vous allez constater qu'à la page 33 de ce livre, j'ai écrit « Mes parents venaient de m'envoyer de l'argent que j'ai décidé d'entreprendre quelque chose pour le faire fructifier. À bon chrétien, j'ai confié à Dieu lui demandant de bénir l'activité que j'allais débuter. Dieu bénit abondamment mon activité car elle m'avait beaucoup rapporté. Bref, j'avais ouvert un shop dans un coin très fréquenté de la ville pour y vendre téléphone portable. Ça veut dire, avant que la guerre ne vienne, j'ai demandé de parents. J'ai tellement souffert. Et cette guerre s'est passée à 2 temps. La première, c'était en 97, fin 96-97. Et là, alors que nous étions en train de fuir, je sautais des cadavres. Il y avait des détonations qui venaient de toutes parts. Je voyais comment les gens étaient en train de mourir, ils s'en faisaient mal. Alors la deuxième vague, c'est celle qui a commencé en août 98. Alors là, j'étais déjà séparé de mes parents parce que je devais faire les études universitaires. Alors vous comprenez que j'ai fait plus de 3 ans sans contact avec les parents. Il fallait vivre, il fallait manger, il fallait payer les études. Mais je vais payer avec quoi? Alors qu'à cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Essayez de vous imaginer. Il n'y avait que la phonie et puis à cause de la guerre, on avait tout arrêté. Donc j'ai réfléchi et la guerre m'a appris à me battre moi-même pour me débrouiller pour survivre. Ah, c'est une très belle question. Comment lutter efficacement contre la misère? En fait, j'ai réalisé que tout autour de moi, dans notre pays, alors que nous avons un pays riche, alors que nous avons un pays où Dieu nous a donné, mais une grande partie de la population vit dans la misère. J'ai réalisé que entreprendre est la meilleure façon. Entreprendre est la meilleure façon. Vous allez voir, tel que je l'ai dit dans le livre, lorsque vous allez lire, comment voir le moyen, comment commencer. C'est vrai, la guerre était là, mais j'ai eu le moyen. Et le peu de moyens que j'avais, j'ai commencé à épargner. J'avais déjà une idée de ce que je devais faire. Je n'ai pas commencé grand, j'ai commencé petit, jusqu'à ce qu'à un moment, quoique éloigné de mes parents, j'étais indépendant. Je pouvais pouvoir mes besoins moi-même. Peut-être qu'il fallait que je les lise pour que les lecteurs comprennent comment il était. Vous allez voir que lorsque je commence ce livre, j'écris déjà ça vers la page 16 et la page 17. Alors, je disais ceci. Cette demoiselle unique à son genre s'appelait Moise, ce qui veut dire la préférée.
Elle avait les allures d'une princesse, une peau si belle et si attrayante. Elle avait un sourire angélique, un regard vivace. Sa démarche majestueuse la classait parmi les rares pères du cour royal. Chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche pour parler, sa voix me rappelait afin que j'avais rencontré le sujet de nos rêves. Donc vous allez constater que Moisé était particulière, elle était tellement jolie, tellement belle, que ce soit ses allures, ses démarches, son comportement, ses paroles, ses regards. En tant que jeune, je l'avais aimé, je viens de donner les critères, mais je me rappelais ce que mes parents me disaient. Mes parents me disaient, on ne demande pas seulement l'apparence, il faut regarder la personne, le cœur, le caractère. Alors mon père me disait, lorsque le temps viendra pour toi de te marier, ta femme, non seulement sera ta femme, mais elle sera aussi mère de tous les autres. Donc elle ne t'appartiendra pas à toi seul. Ça sera quelqu'un qui est capable de s'occuper et de toi et des autres. Donc une personne qui se donne aux autres, pas seulement à toi. Donc voilà ce que papa me disait, mais c'est pas qu'il ne voulait pas que je regarde la figure. J'étais étudiant, la guerre faisait rage dans mon pays. Ça faisait plus de 3 ans que je n'avais jamais été en contact avec les parents. Alors, vous voyez, je n'avais pas encore commencé à entreprendre à ce moment-là. La guerre m'avait dépouillé de tout. Et le petit secret, c'est que quand j'étais seul, j'avais envie de voir Moisé. J'avais envie de l'écouter. Mais quand je voulais aller vers elle, mon aspect extérieur me poussait d'abord d'avoir honte de moi-même. C'est ainsi que je me disais comment poser le problème. Un jour, je me suis dit, je ne dois pas rester timide. J'aime, je dois m'assumer. Quand je venais de commencer mon activité, je suis allé en soir. Je me suis dit, Moise, je vais t'affronter. Je l'ai appelée, elle est venue. Et je lui ai dit, je veux parler. Bon, alors, je crois que les lecteurs vont voir ce que j'avais dit. Mais je ne sais pas si je peux déjà le dire maintenant. Voyez-vous, moi, je n'arrive pas répondu positivement directement. Elle m'a fait marcher. Hein. Beaucoup d'années. Elle m'a fait marcher. Beaucoup d'années. D'abord, entre les démarches que je faisais et sa réponse positive, c'était plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Et il faut voir pendant cette période, ce n'était pas aussi facile que ça. Vous voyez, à ce moment-là, je me rappelle, moi je me dis, tu as frappé sur la mauvaise porte. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Non. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer ça. Vous voyez, chacun de nous, quand il vient, il croit que tu vas poser le problème et la suite sera positive. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Attends, je me suis dit, bon, si c'est quelqu'un d'autre, c'est que lui aussi essaie comme moi. Donc moi aussi, je dois continuer. Parce que si lui réussit, il réussit. Si moi je réussis, je réussis. Et moi, j'aimais moi. Donc, je devais la conquérir. Ce qui fait que la réponse est venue. Elle m'a fait une surprise. Et je me suis dit, je n'abandonne pas. Je me rappelle, voyez-vous, je parle avec elle. Elle me donne un rendez-vous. Et moi, confiant, je me dis, voilà, c'est l'occasion de poser mon problème. Et nous nous donnons une heure fixe à laquelle on allait se rencontrer. Il y a un restaurant X. Et j'arrive, au lieu qu'elle vienne à ce moment-là, j'ai déjà fait la commande. Et là, la commande que j'ai faite, il fallait qu'elle soit bonne pour que quand elle arrive, elle se dise, oui, j'ai un gaillard, j'ai un type, ça va bien se passer. Alors, j'ai fait 45 minutes, elle n'est pas là. J'ai fait 1h30, elle n'est pas là. J'ai fait 2h, elle n'est pas là. 2h30 après, je sors dehors pour vérifier si elle venait. Et puis de loin, je vois une fille qui ressemble à elle. Je me dis, voilà, cette fois-ci, elle arrive. Mais au fur et à mesure qu'elle venait, je constate que c'était quelqu'un d'autre. Et puis, subitement, une déception. Jusqu'à ce que 18h30 arrive. Elle n'était pas là alors qu'on devait se voir à 16h. Bon, j'étais déçu. J'étais déçu. Et il fallait rentrer. Et ce que je dois vous dire, c'est que moi, j'ai été préféré par beaucoup de gens. Tellement
Elle est jolie parce qu'elle existe, elle est là. Nous étions nombreux à lui faire la cour. Nombreux. Et quand j'essayais de voir ce qui venait, c'est comme si j'avais peu de chances de gagner. Et comme je l'aimais, je ne devais pas me donner peu de chances. Il y avait d'autres qui venaient qui savaient déjà qu'eux devaient réussir. Alors moi, je savais qu'il faut user de toutes les stratégies pour réussir. C'est pourquoi cette déception, je ne devais pas la dire, comme elle m'a déçu, j'abandonne. Non, moi je savais ce que je cherchais. J'avais déjà vu en moi une femme qu'il me fallait. J'avais déjà vu en moi une personne qu'il fallait pour moi, mais aussi pour qu'ensemble, dans la société, nous puissions être utiles. Je ne suis pas découragé. Voyez-vous, moi, c'était aussi une fille. Ça veut dire qu'elle savait qu'elle aussi devait se marier. Elle savait qu'elle aussi avait besoin un jour de trouver quelqu'un qui serait sûr. Elle étudiait, pas seulement moi, elle étudiait aussi les autres. Alors, vous constatez que quand moi, elle viendra et qu'elle va me répondre, c'était après beaucoup de temps. Après beaucoup de mois, d'ailleurs, tu écris un message qui va faire beaucoup de temps. Lorsque moi, elle m'a répondu, c'était un court message, mais qui était profond. Alors, je n'ai pas lu le message pour lire, mais je l'ai lu entre les lignes. Et ça m'a donné de l'espoir. Le fait qu'elle m'ait répondu, je me suis dit, alors je ne dois pas abandonner, je dois continuer. Vous allez constater que quand j'ai commencé, c'était à presque 6 mois, d'abord, presque 6 mois. Vous allez voir que le 15 septembre, je lui faisais une note. Mais aussi, vers le mois de mars, de février, on avait déjà été à rendez-vous. Et pour qu'elle vienne me répondre pour un autre rendez-vous, c'était déjà presque 6 à 8 mois où j'étais dans l'attente de la suite. J'essayais de voir comment aller vers elle, mais chaque fois qu'elle me voyait, elle passait par une autre route. Donc je n'avais plus de choix parce qu'elle me fuyait maintenant. Et puis le jour J arrive pour la deuxième fois après un long moment. Et cette fois-ci, c'est elle qui me dit, cette fois-ci, je serai libre. Alors je me dis, comme c'est toi qui me donnes des rendez-vous, ça va réussir. Alors, j'ai dit, quel jour? Elle me donne le week-end. À quelle heure? Elle me donne le temps. Alors, comme si elle essayait de voir comment je me comporte, j'arrive au restaurant avant. Là, ça doit être à la page 43. Ça doit être à la page 43. Donc, comme promis à Moisé, à 13h45 ce samedi-là, je me trouvais déjà au lieu de rendez-vous. C'était au restaurant La Friandise. 14h38, Moisé fit son apparition. Vous constatez que c'était presque 1 heure où elle me faisait encore attendre. Et j'étais en train de me dire, est-ce qu'elle ne sentira pas comme la fois passée où et moi et ma commande, nous sommes restés sans suite. Alors, mais quand même, il y avait de l'espoir parce que je n'étais pas parti. Et en la voyant, quel espoir! Alors là, c'était à la page 43. Alors, si on va à la page 44, je me suis dit, elle est là. Je ne dois pas passer par 4 chemins comme les gens le font. Je dois aller droit au but. Je dois lui dire ce que je pense. Alors là, j'ai commencé par une phrase. Moi, si tu savais combien je t'aime d'un amour éternel. Pour toi, je peux tout sacrifier, même mon être, pour te rendre heureuse. C'est une joie immense, un bonheur inexprimable que je ressens chaque fois que nous nous rencontrons. J'aime tellement te voir car ta présence me rend heureux, me fait oublier tous mes soucis et mes problèmes. Alors, là, je n'avais pas encore posé le problème. Et puis, je pose le problème. Moi, je me dis, je t'aime. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Peux-tu accepter d'être ma fiancée? Sans toi comme épouse, ma vie manquerait de quelque chose d'essentiel. Et puis, la réponse, comme tu as dit, moi, je me regarda. Là, c'est à la page 45. Moi, je me regarda pendant un court instant et baissa la tête. Puis elle la releva, me regarda de nouveau. Pour toute réponse, elle me dit, est-ce que nous pouvons partir? J'ai des leçons à préparer.
Bon, moi aussi, je me suis dit non, je ne dois pas baisser le main. Toujours à la page 45, je lui ai dit, moi, considère tout ce que nous avons passé ici comme temps. J'ai clairement posé mon problème. Je ne m'attendais pas à une telle réponse, si je peux parler de réponse. Et puis j'ai ajouté, mais en dépit de mon amour pour toi, je respecte et je respecterai toujours ta liberté. Va réfléchir. J'attendrai ta réponse, même pas ta demi-siècle. J'aimerais que nos auditeurs suivent, parce qu'elle ne m'a pas répondu verbalement. Je croyais qu'elle sentait que ce qu'elle écrirait aura beaucoup plus de poids. Et voici ce qu'elle m'a écrit. Elle m'a écrit à la page 47. Elle me dit ceci. Moukama, mon chéri, mon poème, mon unique bébé, mon amour, la fleur de mon cœur, la rose sans épines. Hein, tu vois? Tous les jours, je ne rêve que de te rencontrer. Partout où tu es, je ne fais que m'imaginer à tes côtés, dans tes bras. Près de toi, je me sens bien protégé. Je me sens vraiment aimé. Je me sens complet par ta présence. Près de toi, je me sens bien protégé. C'est du fond de mon cœur que j'ai écrit ces paroles. Je t'aime tellement que je m'abandonne à toi. Je laisse mon cœur se lier au tien dans cette ambiance d'amour pour lien chéri. Mon cœur est à toi, je te resterai fidèle. Je dois te le dire, en lisant ça, là où j'étais, je me suis dit, enfin, c'est ça. Je ne sais pas comment expliquer. C'était une joie que je n'ai jamais ressentie, au point que même si quelqu'un ne m'avait jamais vu, en me regardant, il devait sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Bon, ce que nous devons dire, c'est que lorsque nous sommes dans la conquête et que nous nous aimons, nous savons ce que nous recherchons. Et lorsque tu crois que tu as aimé une personne, pas seulement son physique, mais tu l'aimes en entier, tu aimes son cœur, tu aimes son âme, tu aimes son être, tu l'aimes parce que tu as trouvé en elle une âme sœur, lorsque vous vous rencontrez, ça ne peut qu'être différent. Je me rappelle qu'on était sortis et je connaissais l'endroit. Et cet endroit, c'était dans la nature. Il y avait un bosquet parsemé de part et d'autre. Il y avait des oiseaux. Il n'y avait pas tellement de bruit. Et je me suis dit, c'est là que nous devons aller pour que nous puissions passer ces moments à deux sans dérangement. Et je crois, je dois te le dire, que c'était des moments inoubliables. Des moments où nous avions posé des jalons pour l'avenir de notre famille. Avant de faire le choix, j'avais une discipline, j'avais les paroles de mes parents. Ma mère m'avait orienté, mon père m'avait orienté, mais aussi j'avais vu l'expérience de la société. Alors, moi-même, je m'étais dit, lorsque je chercherai une épouse, il faudrait que ce soit une personne belle, il faudrait que ce soit une personne qui m'inspire confiance, j'aimerais que ce soit une personne avec laquelle nous pouvons entreprendre ensemble. Alors j'avais étudié tout ça. Et je voulais que ce soit une personne avec laquelle nous allons émerger. Alors je dois me dire que la rencontre que nous avions faite, une fois qu'elle m'a dit oui, et que nous avons commencé ensemble, j'ai directement trouvé que c'était déjà le début de mon départ. Donc l'avenir ne s'assombrissait plus, il était clair. Donc je voyais déjà que nous devions fonder une famille et c'est la famille que je vis actuellement. J'ai une femme formidable, merveilleuse, avec nos enfants. En tout cas, je n'avais pas tapé à côté, j'avais tapé juste. Je remercie mes parents, je remercie la société, je remercie tous les autres de nous avoir orientés, mais aussi merci à moi-même d'avoir suivi les conseils de ceux-là qui nous avaient orientés. Voyez-vous actuellement, ce que mon père m'avait dit, ce que les autres me disaient, parce qu'il n'y a pas que lui dans le livre, c'est qu'il n'y a pas que la beauté physique qui fait d'une femme femme. La plupart des femmes, des filles actuellement, sont belles et des figures, mais quand il s'agit d'affronter la vie et de faire un foyer ensemble, là, elles ne sont pas prêtes. C'est comme ça que mon père m'avait dit, une femme
éduqué, d'une bonne éducation. Vous voyez que l'éducation est différente de l'instruction. L'instruction, nous l'avons à l'école. Et là, c'est l'intellect. Par contre, l'éducation, c'est les savoir-faire, les savoir-vivre. Ce qui fait que lorsque papa m'orientait, il me disait, tu dois avoir une femme qui sait vivre avec les autres dans la société, qui sait faire des choses dans la société pour que vous puissiez avoir un foyer stable. Voilà l'éducation dont parlaient mes parents. Mais si je peux parler de moi qui est dans ce roman, ou si je peux parler de l'épouse, vous allez constater que nous sommes complémentaires. Complémentaires parce qu'elle sait jouer son rôle. Je sais jouer mon rôle. Elle sait quand elle peut faire quoi et quand elle peut ne pas faire quoi. Alors j'estime que une bonne femme, c'est celle qui sait son rôle dans le foyer. Elle sait comment gérer son mari, elle sait comment gérer ses enfants, elle sait comment gérer le bien de la famille pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Alors parce que vous avez parlé d'une bonne femme, c'est pourquoi je parle de la femme. Si vous aviez posé la question pour parler de bon, non, j'allais parler aussi de ce côté-là. Et je crois qu'une bonne femme, c'est cette femme-là qui sait gérer sa famille. Donc, comme je suis chrétien, la Bible parle de cette femme. Une femme qui n'est pas dépendante de son mari, une femme qui sait préparer l'avenir de sa famille. Et quand on est mari de cette femme, on est respecté partout, que ce soit au sortir de la vie ou dans la vie. Elle est plus que ce que j'ai vu. Elle est plus que ce que j'ai projeté. Elle est plus que ce que j'ai projeté. Je dois dire que si je suis ici à l'émission, c'est exactement grâce à elle. Elle fait beaucoup pour moi. Elle m'accompagne pour ce que je fais. Et vous savez quoi? Elle m'a dit, chérie, tu es en train d'aller, je te souhaite une très bonne émission. Un petit bisou. Elle m'a dit, vraiment passez bon moment. Et vous allez constater que si nous avons à entreprendre au niveau de la famille, c'est elle la gestionnaire de l'entreprise pour que nous puissions évoluer et que nos enfants ne souffrent de rien. Donc je crois que spirituellement, elle mérite. Physiquement, elle mérite. En tout cas, des fleurs à elle. Je dois être sérieux comme je l'étais. Je dois dire à mes lecteurs que l'amour n'est pas que ce que l'on nous présente à la télévision, où tout est rose, où tout est bon, tout est restaurant. Et il n'y a pas... Oui, l'amour c'est la rose, mais je dois dire qu'il n'y a pas de rose sans épines. Vous allez constater que dans ce roman, je parle de beaucoup de péripéties qui nous ont accompagnés pour que nous puissions en arriver là où nous en sommes actuellement. L'amour, à un moment, vous trouvez que tout est bon. Elle t'a dit oui, vous vous aimez, quand vous vous parlez, tout va bien. Mais il peut arriver que les parents ne sont pas d'accord avec votre amour. Il peut arriver que les parents sont d'accord, mais la vie ne vous offre pas de facilité dont vous avez besoin. Ou l'environnement dans lequel vous êtes hostile à votre amour. Vous allez constater que c'est une fille. Je l'aime, mais je ne suis pas seul. Le fait qu'elle a dit oui à moi, mais les autres ne vont pas lâcher. Ils vont continuer à vouloir détruire l'amour. Mais comment gérer toutes ces situations? C'est pourquoi je dis que l'amour a plusieurs facettes. Lorsque tu es dedans et que tu les comprends, tu sauras faire face à toutes ces facettes pour atteindre ce dont tu as besoin. Il n'y a pas que rose, il n'y a pas que de miel. Il y a aussi des épines et des abeilles. C'est lorsque, par exemple, vous êtes obligé de vous séparer avec votre bien-aimé parce que vous devez chercher une vie meilleure. Vous voyez, quand on s'aime, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler, on a besoin d'échanger, on a besoin de manger ensemble. Mais comme je venais de le dire, la vie d'un couple, ce n'est pas que le je t'aime. Mais la vie d'un couple, il faut un toit, il faut de l'argent, il faut à manger, il faut des soins. À un moment, on était obligé de se séparer pour que j'aille chercher le mieux. C'est à ce moment-là où on a constaté que deux fois se séparer n'est pas facile. Parce qu'on aurait voulu rester avec la personne qu'on aime. Et pour l'illustrer, le lecteur pourra comprendre que j'ai failli rater l'avion juste parce que j'étais en train de parler avec moi et que nous ne voulions pas nous séparer. On avait déjà fait des formalités, les gens étaient déjà entrés dans l'avion et on était sur le point de décoller alors que moi j'étais avec moi. On est juste venu me frapper pour dire attention, tu veux encore quoi ici? Et l'avion va décoller. Vous allez constater que je suis entré dans l'avion presque d'une manière in extremis. C'est ça ce que je disais. L'amour
il y a des gens qui disent que l'amour rend aveugle. Je ne sais pas si c'est ça, mais le fait de s'attacher l'un à l'autre, on a tendance à vouloir l'écouter pour lui faire du bien. Mais il y a quand même des responsabilités que l'on doit réaliser. C'est ce que nos éditeurs doivent savoir. Je vais quand même dire que nous apprenons chaque jour. Vous allez constater que juste à la page 15 de notre livre, à la page 15, il y a quelque chose que je disais. Et mes parents ont été beaucoup dans ma vie. Ils ont été beaucoup. Alors, mon père m'avait dit une phrase à la page 16, le 3e paragraphe. C'est alors qu'il me vint à cœur ce souvenir. Lorsque tu as un objectif noble et que tu trouves des pistes pour l'atteindre, quelles que soient les difficultés, réunis tes énergies dans la patience, alors tu obtiendras le trésor. Vous allez constater que j'étais déjà préparé à tout ce qui peut arriver dans la vie. L'environnement dans lequel je grandis, c'était un environnement où les parents nous orientaient de manière à ce que nous puissions affronter les difficultés de la vie. Et exactement ces difficultés-là, nous les avons rencontrées. Nous avons constaté que tu peux aimer, mais l'amour que tu as t'apporte des difficultés. Mais alors je me suis souvenu des paroles de mon père qui disaient, lorsque tu as un objectif noble et que tu as des pistes pour l'atteindre, peu importe les difficultés, réunis tes énergies dans la patience, alors tu obtiendras le trésor. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais réuni mes énergies dans la patience parce que je savais que peu importe la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Ceux qui veulent savoir exactement ce qui s'était passé, comment on était arrivé à la fin, parce que vous allez constater que là-dedans, je montre que nous étions presque arrivés à la fin, mais arrivés à la fin, alors que je devais marier moi, on avait déjà choisi. On avait choisi quelqu'un d'autre qui était puissant par rapport à moi, qui était financièrement et matériellement et qui devait l'avoir. Et maintenant, moi, je viens dérober moi, c'est pour qu'elle soit à moi. Non, celui-là ne devait pas me laisser tranquille. Il devait dire non, toi, tu dois dégager le terrain pour que moi, je puisse l'avoir. Alors, les lecteurs, il faudrait qu'ils lisent pour savoir comment je m'en étais sorti. En écrivant ce livre, non seulement je voulais raconter mon histoire, mais je voulais que les gens qui vont me suivre, beaucoup plus la jeunesse, qui constitue la grande partie de notre société, prennent conscience que l'avenir de notre pays est en somme et qu'elle ne doit pas être utilisée aveuglément. Vous allez constater à la page 77, comme je le dis, là j'écris quelque chose, je dis ce que je dis toujours aux responsables de notre pays. Aux responsables de notre pays, je leur ai dit ceci. Ces jeunes oisifs, ces livres à n'importe quoi. Bon, je peux recommencer un peu avant à la page 75. À la page 75, je montre quelque chose. Je dis, je prenais le premier la parole avant de recevoir une panoplie de questions. J'ai démontré aux membres du jury qu'au nombre de mots qui rongent notre pays figure l'utilisation de la jeunesse à des fins politiques. Une stratégie pour accéder au poste politique afin de s'enrichir et non pour le bien du pays ni de son peuple. Ces politiciens, une fois au pouvoir, ne voient plus que leurs intérêts. La jeunesse ne comptant plus. Ils ne créent pas d'emploi pour occuper ces jeunes. Et vous savez ce qui arrive à ces jeunes maintenant à la page 76? Ce jeune oisif se livre à n'importe quoi. Même au colonisme, ce phénomène ou banditisme urbain qui pousse les jeunes désœuvrés à blesser, à tuer, à voler sans le moindre scrupule, alors que rien ne manque à nos hommes politiques pour créer des emplois afin de résorber le chômage. Parce que là, je parle aussi à nos dirigeants, la jeunesse est la force de la nation. Elle est l'espoir de son existence. En l'instruisant,
et en lui apprenant l'essence de la responsabilité, nous sommes à guerre contre les vicissitudes de la vie. Jeunes, vous qui me suivez, il n'y a pas que aimer. Mais au-delà d'aimer une vie, nous devons aimer notre patrie. Et aimer notre patrie sera moisie. Et comment l'aimer pour que notre patrie puisse émerger? C'est exactement comprendre ce qui se passe, donner le meilleur de nous-mêmes pour construire ce pays sans nous laisser manipuler par les hommes politiques. Vous voulez savoir pourquoi j'ai utilisé mon histoire d'amour pour parler de la nation, de l'amour de la nation. De réaliser, quand on va lire ce livre, qu'à cause de l'amour, on peut passer par des circonstances qu'on ne pouvait pas supporter. J'allais constater que juste pour conquérir le cœur de Moisé, je devais passer par des moments où, humainement parlant, je ne peux pas le faire. Et je réalisais que notre pays a toutes les potentialités. L'élément qui va déclencher le développement de notre pays, c'est l'amour pour notre pays. Lorsque nous allons l'aimer de manière à lui donner un avenir radieux, nous allons faire tout ce qui est à notre possible pour que notre pays puisse se développer. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, de la même manière que j'ai aimé, de la même manière j'ai aimé moi, de la même manière et les jeunes, et les dirigeants, et les parents, et les enfants, et nous devons aimer notre pays pour lui chercher le bien. Ce bien qui nous reviendra lorsque le pays aura décollé et qu'il se sera développé. Il ne pas seulement respirer, je crois que vous avez tiré ça à la page 11, où on dit, le livre ici se résume à ce mot, résistance. C'est-à-dire, l'art d'aimer dans lequel le prétendant doit aimer sans désembarrer des épreuves pour mériter l'amour de sa bien-aimée. Ça veut dire, vivre, c'est pas seulement respirer. Vivre, c'est pas seulement manger. Vivre, c'est pas seulement se promener. Mais vivre, c'est poser des actions au quotidien, mais des actions que je pose parce que j'ai une vision. Je sais où je suis en train d'aller. Et là où je suis en train d'aller, j'y vais, je m'y amène, j'amène le mieux, j'amène mon pays. Donc, la jeunesse, la population congolaise doit comprendre que nous sommes appelés à poser des actions dès maintenant. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, en entreprenant de petites entreprises actuellement, qui seront de moyennes entreprises demain, qui seront de grandes entreprises demain et qui feront que l'économie de notre pays puisse être stable, afin que lorsqu'on parlera des nations prospères, des nations qui décident dans le monde, on parle de la RDC. Je souhaite bonne chance à ces jeunes gens qui sont dans l'aventure de l'amour. J'aimerais qu'ils puissent cheminer en suivant les conseils des personnes âgées et qu'un jour ils puissent arriver à se marier. Mais aussi, je souhaite à ces mêmes jeunes gens de prendre leur avenir entre leurs mains en posant des actions qui vont leur permettre de vivre dans un pays où il faut trop vivre. Je parle aussi aux dirigeants. Chers dirigeants, notre pays a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. C'est maintenant que vous êtes à la manette. Faites de tout votre mieux pour donner de la joie, du bonheur, de la paix à tous ceux-là qui vous suivent. Merci beaucoup. Tout en sachant que l'amour est le passage obligé pour le bonheur, ça n'est fini pour vous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.